Déjà, je suis très heureuse d'avoir été invitée à participer à cette semaine sur le cerveau. Et donc, comme l'a dit Patrick, je suis donc chercheur. Je travaille depuis plusieurs années sur la communication non verbale. Et c'est de cela que je vais vous parler. Je vais vous parler de comment on perçoit les gestes d'autrui et comment finalement on arrive à en retirer le sens, c'est-à-dire les intentions, émotions, et on finira par l'empathie, qui est une des grandes capacités humaines importantes dans les relations sociales. Mais l'empathie est en fait une capacité très complexe, et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, qui est maintenant définie selon plusieurs composants, et je me suis dit qu'avant d'arriver à l'empathie, qui souvent sous-tend la notion de partager une émotion avec l'autre, j'avais envie de vous parler d'abord de la perception des actions, d'abord parce que j'ai étudié ça pendant très longtemps et que c'est mon domaine, mais surtout parce que je vois les émotions comme d'abord du mouvement. Et donc dans un premier temps, une émotion, c'est une action qui véhicule un sens qui est une émotion, mais ça peut véhiculer aussi une intention ou autre chose, un désir. Et donc, j'ai choisi de vous parler dans une première partie de cette conférence de la perception des actions des autres personnes et en fait comment on comprend les actions d'autrui. Et ensuite, dans la deuxième partie, de vous parler de la perception des émotions, toujours véhiculées par le comportement non verbal de l'autre et comment ça amène possiblement à l'empathie ou ce qui est défini à l'heure actuelle. Voilà, donc la première partie concerne en fait comment comprenons-nous les actions d'autrui. Et je vais schématiser, mais on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, ou en tout cas depuis un certain temps, on dit qu'il existe possiblement deux possibilités pour comprendre les actions d'autrui. Le premier qui serait la notion de représentation partagée. Alors je vais vous parler beaucoup de cette notion de représentation partagée qui a été proposée justement par Marc Jeanneret il y a plus de 15 ans. Et qui est l'idée qu'en fait le cerveau possède un système qui est spécialisé dans la compréhension des actions et qui est basé sur la représentation des commandes motrices qui sont nécessaires à la réalisation de cette même action. Alors pour faire beaucoup plus facile à comprendre, ça veut dire que j'utilise mon propre système moteur pour comprendre les actions d'autrui, et ça je vais vous le dire plusieurs fois pendant la première partie. Donc ça c'est un premier modèle, et puis il existe un deuxième modèle qui est assez différent et qui dit mais non, on comprend les actions d'autrui en utilisant finalement un système d'inférence et qu'on pourrait utiliser de la même manière sur des objets que sur des gens, que ce soit des actions, des émotions ou autre chose. En fait, on dit si A et B, alors C, et on fait des inférences comme ça pour déterminer qu'est-ce qui se passe en face de nous. Et je vais essayer, dans cette première partie, de vous montrer comment, finalement, ces deux systèmes ne sont pas forcément opposés l'un à l'autre, mais qu'ils peuvent participer à la compréhension des actions d'autrui selon le contexte, selon différentes choses, et en fait qu'ils collaborent pour aider à la compréhension des actions de l'autre. Alors, en ce qui concerne le modèle des représentations partagées, en fait, donc l'idée est la suivante, c'est que notre système moteur jouerait un rôle non seulement dans la production de mes propres actions, mais qu'il pourrait aussi intervenir dans la perception des actions d'autrui. Et cette idée n'est pas du tout nouvelle, elle date de très longtemps, et je vais vous donner quelques exemples qui ont permis aux gens de proposer cette théorie qu'on appelle la théorie motrice de la perception, en fait. L'idée, c'est la suivante. Alors, malheureusement, mes films ne marchent pas, mais vous pouvez imaginer, ça, c'est un petit bonhomme qui marche. Et si on présente ces points lumineux en mouvement, en fait, on se rend compte qu'on est capable très rapidement de définir quel est le genre de la personne. Donc, c'est une femme, c'est un homme, s'il a une émotion, s'il a même une intention, par exemple, de mentir, etc. Mais de façon plus intéressante, ce qu'on a pu montrer, c'est que si, par exemple, je prends une classe d'une vingtaine d'élèves, que je les filme sous ces conditions, donc en mettant des points lumineux au niveau de leurs articulations principales, et qu'ensuite je leur montre ces petits films, on s'est rendu compte que les personnes vont se reconnaître plus rapidement qu'ils ne vont reconnaître leurs amis.
Pourtant, on se voit beaucoup moins souvent qu'on ne voit nos amis. Et donc, à partir de ce genre d'expérience, on a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'utiliserait pas notre propre système pour percevoir le mouvement? Et c'est d'autant plus facile quand ce mouvement correspond à ma propre cinématique, parce qu'il y a une correspondance totale, et donc on va plus vite pour reconnaître ce genre de mouvement. Et on a continué à faire ce genre d'expérience. Donc ça, c'est par exemple une expérience réalisée par Günter Knoblich. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé des gens en train de jouer aux fléchettes. On peut faire ça dans les laboratoires. Parfois, on fait des manips où on demande aux gens de jouer aux fléchettes. Et il a filmé les gens en train de jouer aux fléchettes. Et en fait, après, il a remontré les films et il a dit, il a coupé le film au moment où la flèche quitte la main. Il demande aux gens, est-ce que vous pouvez me prédire où va aller cette flèche? Et en fait, il s'est rendu compte que les gens étaient bien meilleurs à prédire leurs propres actions que celles d'autrui. Donc à nouveau, ça veut dire qu'on utilise notre propre système et que quand il s'agit de notre propre mouvement, on va être meilleur à prédire la fin ou le but de cette flèche, c'est-à-dire est-ce que c'est arrivé au milieu ou pas. Il y a un autre type d'expérience qui me permet de démontrer que ce système moteur joue un rôle dans notre perception des actions d'autrui, c'est des expériences qui jouent sur le mouvement apparent. Donc le mouvement apparent, c'est la chose suivante, c'est si je vous montre un point lumineux ici, que je le fais s'éteindre et que je le fais arriver ici, ce que vous allez percevoir, c'est un mouvement. Même s'il n'y a pas de mouvement réel, votre cerveau va construire un mouvement et ce rond jaune va traverser la barre bleue pour arriver ici. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on fait un peu le même principe, non pas avec des objets physiques comme cela, mais avec un corps, donc par exemple, si je vous montre cette première photo, puis cette deuxième, et que si je donne un temps très court, votre cerveau va voir le bras traverser l'autre, mais si je laisse un petit peu plus de temps, alors votre cerveau va commencer à reconstruire un mouvement qui est biomécaniquement possible, qui va respecter les contraintes du corps humain. Donc ça, c'est ce qui a été montré par l'équipe de Chiffrard et qui, à nouveau, montre que c'est notre système moteur qui va contraindre notre perception au point de faire qu'on perçoit le monde tel qu'il est. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Donc là, je vous ai parlé d'expériences en psychologie expérimentale. Et puis ensuite, on est allé voir en fait ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on a dû vous parler pas mal de cerveau cette semaine, mais je me permets de vous en remontrer un. Donc ça, c'est l'arrière du cerveau, l'avant du cerveau, la partie dorsale et ventrale. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler beaucoup, en tout cas dans la première partie, d'une région ici qui est le sillon temporal supérieur. C'est une région qui est spécialisée dans l'analyse du mouvement. Une région ici qui est le cortex pariétal et puis du cortex prémoteur. Et en fait, je vais vous présenter surtout des études qui ont été réalisées avec l'imagerie par résonance magnétique ou de la tomographie par émission de positrons. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler d'études et notamment d'une découverte dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la découverte des neurones miroirs en 1992 par l'équipe de Rizzolatti à Parme. Donc, c'est des neurones qu'on a découverts chez le singe en faisant des enregistrements unicellulaires. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il existait des neurones qui étaient actifs lorsque le singe prend une cacahuète, ici, donc ça c'est l'activité d'un neurone, mais par hasard, c'était une découverte par hasard, l'expérimentateur en prenant la cacahuète s'est rendu compte que ce même neurone était actif quand il percevait la même action. Donc en fait, tout d'un coup, alors qu'il y avait cette théorie motrice de la perception, en psychologie expérimentale, on avait tout d'un coup une preuve neurophysiologique chez le singe qu'un même neurone pouvait coder et le côté moteur et le côté perceptif, et ça au sein d'un même neurone.
Et ensuite, j'ai envie de dire qu'on est un nombre assez considérable de personnes à s'être intéressées à ce système dit miroir, d'accord, donc qui est impliqué et pendant la perception et pendant la génération d'une action chez l'homme, avec donc des techniques de neuroimagerie. Et on a en effet mis en évidence qu'il y avait des activités, donc ça c'est le cortex pariétal et le cortex prémoteur. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces régions sont actives là en bleu quand je réalise une action, mais elles sont aussi actives, peut-être à moindre niveau, mais elles le sont quand la personne observe une action. Donc on a bien ici un système qui semble être mis en jeu quand je perçois les actions d'autrui, et ce n'est pas n'importe quel système, ce n'est pas un système visuel, c'est un système moteur, et ce système semble aider à la perception des actions de l'autre. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vu que ce système était actif, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller délimiter quelles sont finalement les contraintes qui agissent sur ce système et quelles sont les limites de ce système. Donc, en fait, c'est quand est-ce que ce système marche et quand est-ce qu'il ne marche pas. Donc la première chose, c'est qu'il faut que le stimuli ou l'action que je suis en train de percevoir respecte certaines propriétés. Et la première propriété, c'est que le mouvement que j'observe doit respecter ce qu'on appelle la loi puissance 2 tiers, mais c'est tout simplement la loi qui définit ce qu'est un mouvement biologique. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on a pu voir, c'est que si je vous présente un mouvement qui ne respecte pas le mouvement biologique, à savoir, il y a une accélération et puis une décélération, par exemple, en haut d'une ellipse, et puis après, j'accélère à nouveau, eh bien, si je montre un mouvement qui ne respecte pas cette loi, eh bien, on n'aura pas d'activation dans ce cortex prémoteur et pariétal pendant la perception d'une action. Donc, il faut qu'il y ait une propriété de mouvement biologique dans l'action que j'observe. La deuxième chose, c'est qu'il semblerait qu'il faille que l'action que vous êtes en train d'observer appartienne à votre répertoire moteur. Alors, il y a le répertoire moteur personnel et puis il y a le répertoire moteur de l'espèce, ici l'espèce humaine. Donc ça, c'est une étude qui m'amuse beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est que c'est Buccino et l'équipe qui ont filmé donc soit un geste que plusieurs espèces peuvent faire, par exemple mordre dans un objet, une pomme, soit un geste qui va être à chaque fois spécifique à chacune des espèces. Donc ici, la personne est en train de parler. Là, le singe fait des mouvements de lèvres qu'il fait normalement pour aller communiquer avec les autres membres de son espèce. Et là, le chien aboie. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde une action qui est commune aux 3 espèces, on va bien avoir des activations au sein de ce système pariétal et prémoteur, donc au sein du système moteur, d'accord, dans les 3 cas. Par contre, si je regarde un chien en train d'aboyer, alors il n'y a plus d'activation dans mon système moteur. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un mouvement des lèvres, il y a un tout petit peu, mais c'est beaucoup plus fort quand la personne est en train de parler. Donc il faut que cette action appartienne ici au répertoire moteur de l'homme, de l'humain en général. Son activation, l'activation de ce système va dépendre aussi de l'expérience motrice. Alors ça, c'est chez le singe cette fois-ci. Donc ça, c'est l'enregistrement originel de l'activité quand le singe réalise une action. Et ce qu'a vu Rizzolatti et son équipe, c'est qu'en fait, ces neurones étaient actifs quand on génère une action, donc prendre mon verre d'eau, ou quand le singe fait cette même action, mais elle n'était pas active quand, par exemple, la personne, l'expérimentateur, utilisait un outil pour attraper la cacahuète. Et la raison étant que, justement, attraper avec un outil ne fait pas partie de son répertoire moteur. Donc ce qu'on a fait, ça c'est Franck Guermont qui a fait ça, pendant 6 mois, il a entraîné des singes, et là je suis très admirative, il a entraîné 2 singes à utiliser des pinces à escargot. C'est pas n'importe quoi. C'est très compliqué parce que quand on ferme la main, ça ouvre, et quand on ouvre, ça ferme, d'accord? Donc c'est très compliqué. Il a mis 6 mois à apprendre à 2 singes, mais au bout de 6 mois, merveille du monde, il a créé des neurones miroirs.
Donc ces neurones qui au départ ne répondaient pas à l'utilisation de ces pinces à escargot sont devenus, après apprentissage moteur, font partie de son répertoire moteur, et du coup les neurones miroirs ont été créés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de généralisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous savez utiliser la pince à escargot que vous allez avoir des neurones miroirs pour n'importe quelle utilisation d'outils. Donc par exemple, s'il montre l'utilisation de cet outil ici qui est un pic, eh bien, le neurone ne va pas répondre. Donc c'est très spécifique à l'action qui a été apprise et qui est maintenant dans son répertoire moteur, et ce n'est pas généralisable. Donc ce n'est pas parce que je sais faire du hockey que je vais savoir nager. C'est un peu ça. Alors, toujours cette histoire d'expérience motrice. Donc ça, c'était chez le singe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? C'est la même chose. Donc ça, c'est une expérience que j'aime aussi beaucoup, qui a été réalisée par Vincent Reed. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des jeunes enfants, je pense, autour d'1 an ou un peu moins. Et donc, il a pris une classe et il les a séparés dans un premier temps en fonction de leur développement moteur. Donc, on sait tous que le développement n'est pas du tout égal entre les enfants. Ça ne veut rien dire pour plus tard. C'est juste qu'ils ont des parcours développementaux très différents. Il y en a qui sont meilleurs en langage, d'autres meilleurs en motricité. Donc, il a pris la classe, il a regardé leur niveau moteur. Il les a séparés en deux. Un groupe très développé au niveau moteur et puis un groupe moins développé. Et il leur a montré du mouvement qui est biologiquement possible ou impossible. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, mais là, il y a un mouvement qui est faisable, et puis là, c'est plus biomécaniquement possible parce qu'en fait, le coude est totalement tordu, donc ce n'est pas possible, il a fait une modification. Et il s'est rendu compte que seuls les enfants qui avaient un développement moteur suffisamment élevé, allaient faire une différence entre ces deux types de mouvements, alors que les autres qui ont un moins bon niveau moteur ne le font pas. Donc il faut un certain niveau d'expérience motrice pour avoir une perception différentielle des mouvements qu'on observe. Toujours cette histoire d'expérience motrice, parce que je trouve que c'est important. Là, c'est l'expérience motrice personnelle. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes pianiste ou pas? Alors moi, je ne suis pas du tout. Donc, je fais partie des gens qui sont naïfs. Et il y a des gens qui ont été scannés et qui sont en cours d'apprentissage de piano, et puis des experts en piano. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre quelqu'un qui joue réellement du piano, et puis quelqu'un qui fait semblant. C'est silencieux, on montre simplement les gestes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'activité au sein du pariétal et prémoteur, donc l'activité au sein du système moteur, va augmenter avec le niveau d'expertise. Donc plus vous êtes expert et plus, en fait, vous allez lire ces gestes avec votre système moteur. Alors qu'au début, vous ne faites pas vraiment la différence entre les deux types de stimuli. Dans le même genre, à Londres, j'ai réalisé 2 études sur la perception de la danse avec cette même idée que de tester le niveau d'expertise motrice. Donc l'idée était la suivante, c'est que, dans cette expérience, vous pouvez vous dire, bah oui, mais il y a une très grande différence entre ces 3 types de personnes, c'est que les experts ont l'habitude de voir quelqu'un jouer du piano. Donc il y a une différence entre les groupes de familiarité visuelle. Les pianistes voient tout le temps des gens et des mains se balader sur le piano, ce n'est pas mon cas. Donc on a essayé de contrôler ça en allant scanner des gens qui faisaient du ballet, de la danse classique. Et l'idée est la suivante, c'est que la danse classique est intéressante dans ce cas-là parce qu'il y a des mouvements qui sont spécifiques aux hommes, des mouvements qui sont spécifiques pour les femmes, et puis des mouvements, je dirais, androgynes que les hommes et les femmes font. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que ces hommes et ces femmes s'entraînent tout le temps ensemble. Donc, ils ont le même niveau de familiarité visuelle pour l'ensemble de ces gestes. Et ce qu'on a fait, c'est que, donc, on a scanné des femmes et des hommes du Ballet Royal de Londres et on leur a montré des mouvements d'hommes et de femmes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on corrige pour la familiarité visuelle, on a beaucoup plus d'activité quand les hommes regardent des mouvements d'hommes et quand les femmes regardent des mouvements de femmes, justement dans ce système moteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique et qui est dû à l'expérience motrice individuelle de la personne et non pas simplement de l'expérience visuelle.
D'ailleurs, dans le même sens, je n'ai pas les résultats ici, mais je peux en parler oralement. Il y a une expérience que j'aime beaucoup qui a été réalisée chez des experts en basket. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un film de quelqu'un qui joue au basket et qui essaye de mettre un but. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le film et qu'on montre à nouveau, c'est comme tout à l'heure avec la fléchette, on montre que le début du geste et on demande aux gens, à votre avis, est-ce qu'il a mis un but ou pas? Et on montre ça à des gens comme moi qui ne savent rien faire, ni de la danse, ni du piano, ni du basket. Et à des gens qui sont experts et qui font du basket au niveau national. Mais très intéressant, on montre ça aussi aux journalistes de basket. Et on leur dit, à votre avis, ça va où? Alors les gens disent là, pas là, but, pas but, but, pas but. Et après, c'est ça qui est intéressant, on leur demande avec quelle confiance, à votre avis, vous avez mis une bonne réponse. Les journalistes et les experts, 100% confiants, ça marche. Les experts, ils ont tout faux, comme moi. Donc ça, c'est une très grande preuve de l'expertise visuelle, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que ces gens voient du basket, mais ils n'en font pas. Et donc, ils sont absolument incapables de prédire où va aller la balle. Donc, seuls les gens qui ont une vraie expertise motrice sont capables de prédire. Et ça, je trouve que c'est une très belle démonstration. Parce que... Alors, quelles sont les autres contraintes? Eh bien, ça dépend de si on est un homme ou une femme. Donc, par exemple, Cheng a montré qu'il y avait des différences. Donc là, je vais commencer à parler peut-être de représentation partagée, mais aussi peut-être de contagion motrice. C'est-à-dire quand je perçois l'action d'autrui, mon système moteur se met en résonance avec l'action que je perçois. D'accord? Donc et peut-être que là, on peut utiliser le mot résonance ou représentation partagée. Mais donc, je sais que ça dépend de qui on est, une femme, un homme. Ça dépend, par exemple, de ses capacités à changer de point de vue. Ça, on peut vous distribuer des questionnaires et vous demander combien vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre. Et on va voir que plus vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et plus il y a d'activité au sein de ce système. Ça dépend du degré d'interaction potentielle entre l'acteur et l'observateur. Si je vous tourne le dos, ça ne marche plus. Mais si je vous regarde et que je fais des gestes, ça va à nouveau être... Mais parce que potentiellement, vous allez devoir me répondre. Donc il y a un intérêt à ce que mon système comprenne ce que je suis en train de faire ou prédise la suite de mes mouvements. Si je vous tourne le dos, ce n'est pas avec vous que je vais interagir. Et ça dépend du coup aussi du regard. Si je vous regarde dans les yeux ou pas, on va avoir plus ou moins d'activation au sein de ce système. Donc ça, c'est une autre expérience en termes d'interaction sociale où on ne voit pas très bien sur mes images, mais c'est un jeu de ballon entre 3 personnes. Et ce qu'on voit, c'est que si les 3 personnes ont chacun un ballon, il n'y a pas beaucoup d'activité dans le système. S'il y a un seul ballon qui commence à tourner entre les 3 personnes, alors il y a un petit peu plus d'activité. Et si on fait semblant de vous impliquer en vous lançant le ballon, alors il y a encore plus d'activité. Donc c'est vraiment, est-ce que je suis impliquée? Est-ce que je vais interagir avec la personne? Voilà, donc pour conclure cette première partie, je vous ai dit beaucoup de choses, mais si je résume, la plus facilement pour moi, c'est de vous dire, si ce soir, au lieu d'être venu m'écouter, vous étiez allé à un spectacle de danse, vous auriez tous eu de l'activité au sein de votre système moteur, vous seriez tous rentrés en résonance avec les danseurs, mais après le niveau d'activation de ce système aurait dépendu de vos propres expériences motrices. Donc par exemple, chez moi, pas très bon, mais pour un danseur, beaucoup plus. Si je dis ça avec d'autres mots, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on utilise son système moteur pour lire les actions d'autrui, mais que quand même, ça va dépendre de beaucoup de choses, du contexte social, de qui vous êtes, de vos capacités motrices, mais aussi peut-être autres, socio-affectives, et de votre genre. Alors, à quoi ça sert? La première chose, c'est que probablement, ça sert à partager des expériences avec autrui, c'est-à-dire que c'est des représentations partagées. Si vous faites une action, mon cerveau potentiellement fait la même action, ou en tout cas est en train de prédire la fin de cette action. Donc c'est partager et prédire.
Ça fait appel à un autre modèle qui est souvent employé, qui s'appelle la simulation incarnée, et qui dit qu'en fait, une partie des expériences passées est reproduite au sein des systèmes neuronaux impliqués à l'origine, comme si l'individu était dans la même situation. Donc c'est un peu ça, quand j'observe l'action de l'autre, mon programme moteur fait comme si c'était lui qui était en train d'agir. Alors ça, c'est des petites choses de la vie de tous les jours. À quoi ça sert partager, avoir c'est ça, des moments de partage avec l'autre. Mais il se trouve qu'on a remarqué que ça avait aussi une influence en termes des comportements prosociaux, et notamment si je me mets à vous imiter de façon un peu fine, parce que c'est pas, il faut le faire finement, sinon ça devient quelque chose plutôt d'humiliant ou d'insultant. Mais ce qu'on a pu montrer notamment chez les enfants, c'est que si on imite un peu les enfants, on va augmenter leurs comportements prosociaux. Donc l'exemple, c'est j'imite un enfant et puis après je prends des dictionnaires, je tombe, mes dictionnaires tombent, et ben on se rend compte qu'un enfant qui a été imité avant va venir beaucoup plus facilement vous aider à ramasser toutes les affaires qu'un enfant qui ne l'a pas été. Donc ça, c'est une première chose. Ça augmente la générosité. Amusez-vous. Enfin, c'est les serveurs qui savent très, très bien. En fait, s'ils vous imitent, vous allez augmenter votre pourboire. Ça marche assez bien. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui savent ça. Ils répètent une partie de votre phrase, sans que vous vous en rendiez compte, mais ça suffit pour qu'il y ait une augmentation du pourboire. Il y a aussi une aide dans le sens de réintégration. On a pu se rendre compte que, par exemple, quand il y a rejet social ou exclusion sociale, les gens avaient tendance, pour se réintégrer à un groupe, à faire du mimétisme automatique sans s'en rendre compte. Alors, je reviens à mon titre, comment comprenons-nous les actions d'autrui? Donc, en partie, en utilisant notre système moteur. Mais est-ce que ce système moteur est suffisant et est tout le temps nécessaire pour comprendre les actions d'autrui? Eh bien, c'est là que je ne pense pas. Je pense qu'il y a des fois, dans certains contextes, ce n'est pas le cas. Ce système a des limites, on a vu, des contraintes sur lesquelles, qui agissent sur ce système. Et donc, potentiellement, on va mettre en jeu un autre système. Et cet autre système, ça peut être sous le nom d'inférence ou cerveau social. Il est constitué d'un certain nombre de régions cérébrales. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est quand est-ce qu'il est mis en jeu. Donc, par exemple, si je vous montre des actions qui impliquent de plus en plus d'interactions sociales, je vais mettre en jeu ce système justement autre, qui est plus de type inférence ou que je vais appeler ici cerveau social. Donc là, plus il y a une interaction, donc par exemple si je vous montre une personne qui porte une boîte et il est tout seul. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activité ici, c'est le préfrontal médian. Si on voit deux personnes, mais finalement elles ont chacune une boîte et elles soulèvent leur boîte, elles ne se parlent pas, on a un petit peu plus d'activité, mais finalement c'est simplement dû au fait peut-être qu'il y a une deuxième personne. Mais par contre, si elles se mettent à coopérer, alors on a encore plus d'activation au sein de ce système du cerveau social. Donc c'est vraiment lié à l'interaction sociale en tant que telle. Et c'est lié aussi à quel type d'inférence je vais faire. Alors j'aime beaucoup cette expérience parce que c'est une manipulation expérimentale extrêmement simple. Ce que la personne a fait ici, c'est montrer deux contextes très différents. Dans un cas, c'est une chambre d'enfant avec des jouets. Dans un autre cas, c'est un lac gelé. Et au milieu, ils ont mis une toupie. Mais dans un cas, vous pouvez induire d'une certaine manière que c'est une personne en train de faire du patin à glace, alors qu'ici, c'est forcément une toupie en bois. Et il ne dit rien. Il dit juste aux gens, regarde. Et ce qu'il montre, c'est que le système miroir ou de représentation motrice dont je viens de vous parler est activé dans les deux cas. Mais ce système social va être activé uniquement dans le cas où on pense que c'est une personne. Donc là, on a quelque chose qui va un petit peu plus loin. Alors ça, c'est un modèle que j'ai découvert, mais que j'ai dessiné pour le comprendre un peu mieux. Mais Christian Kaiser vient d'écrire un petit papier qui me plaisait bien pour expliquer un peu toutes nos données. Et
l'explication est les suivants. En fait, ce qu'il propose, c'est que le système moteur, il est là pour dire quelle est l'action que j'observe et comment elle est réalisée, parce que c'est important. Je peux réaliser une action de différentes manières. Je peux prendre cette bouteille comme ça, je peux la prendre comme ça pour boire. Donc, c'est décrypter, en fait, le comment de l'action, alors que l'autre système pourrait jouer un rôle dans pourquoi cette action. Et je trouve que c'est assez intéressant et évidemment, probablement, il communique. Alors, quand est-ce qu'on va avoir besoin du pourquoi? Eh bien, par exemple, justement, je prenais l'exemple de la bouteille parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si je prends cette bouteille comme ça vous paraît normal. Mais si, je ne sais pas si tout le monde voit, mais si je me mets à faire des vagues avec ma main avant d'attraper la bouteille, il y a un problème. Et justement, c'est ce qui se passe dans le cerveau, il y a problème, ça bug. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le système moteur, ici, si je fais ce geste, il comprend, il est actif tout le long de cette action. Mais si je commence à faire ça, au bout de la première boucle, il s'arrête. Il dit, là, je ne comprends pas. Et du coup, il y a l'autre système qui va se mettre en jeu. Donc c'est la même chose ici, j'aime beaucoup aussi. Là, si vous voyez cette personne allumer la lumière avec son genou, vous vous demandez, donc vous dites pourquoi. Là, c'est normal, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe. Là, il n'y a pas besoin de l'autre système, il ne se passe rien, il n'y a que le système moteur, mais par contre là, il y a l'autre système qui se met en jeu parce que vraiment, on ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Elle n'a pas de raison. Donc il faut qu'on cherche, dans le contexte, l'explication de pourquoi cette personne fait cette action à ce moment-là. Donc du coup, ce qu'on pourrait conclure là, c'est que les représentations partagées, où notre système moteur va être impliqué dans la perception des autres individus pour des actions qui sont simples, qui sont déjà dans notre répertoire, qui sont familières, que je sais faire, et pour lesquelles le but ne doit pas être cherché dans le contexte environnement. Alors que le système de mécanismes d'inférence ou cerveau social, etc., c'est pour des actions qui potentiellement sont nouvelles, non attendues, et pour lesquelles le but doit être inféré dans le contexte. Alors, et les émotions dans tout ça? Parce que maintenant, on a les actions, et puis ces actions peuvent véhiculer des émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les émotions? Alors, la première chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez dû en parler hier, du mimétisme facial. Donc la première chose, c'est que si vous percevez quelqu'un en train d'exprimer un mouvement et que je pose des petites électrodes au niveau de votre visage, vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes en train de faire des mimiques faciales. Donc si j'enregistre vos muscles et si je vous montre un sourire ou quelqu'un en colère et que j'enregistre ici le muscle qui joue un rôle dans le sourire ou bien ici le corrugateur qui joue un rôle dans la colère, potentiellement, ou la peur, eh bien, je vais enregistrer plus d'activité ici quand vous percevez un sourire et plus d'activité ici quand vous percevez quelqu'un en colère. Donc, il y a ce qu'on appelle du mimétisme facial. C'est un peu une sorte... Donc, les gens utilisent souvent contagion. Il y a une contagion motrice, si c'est la même émotion qui est reflétée dans le visage, chose dont je ne suis pas totalement sûre. Mais en tout cas, il y a du mimétisme facial ou en tout cas une réaction faciale que je peux enregistrer dans votre visage. Et cette réaction faciale, elle va dépendre à nouveau de vos capacités socio-affectives, comme par ici, vos scores en empathie. Donc plus vous vous définissez comme empathique, parce que c'est des auto-questionnaires, donc je vous pose des questions sur votre jugement sur vos capacités, et bien plus vous vous jugez comme étant empathique et plus vous allez exprimer ou en tout cas avoir des réactions faciales face à autrui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce qu'on a cette histoire de représentation partagée quand on perçoit justement des émotions ou autre chose? Donc, la première chose qui a été faite, c'est regarder si, quand je perçois quelqu'un être touché, est-ce que la zone qui s'occupe justement, le cortex somatosensoriel, qui s'occupe de réagir quand je suis touchée, est-ce que c'est la même région? Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc si
je vous enregistre, donc je ne vois pas bien, ça c'est en rouge, c'est quand vous êtes touché, et en bleu ou en blanc, c'est quand vous percevez quelqu'un qui a exactement la même stimulation tactile. Donc là, il y a une représentation partagée à nouveau, c'est quand quelqu'un est touché, finalement, la zone du toucher dans mon cerveau va être active. On a la même chose avec le dégoût. Si je vous montre quelqu'un qui se met au-dessus d'un verre et puis qui exprime du dégoût, ou si je mets au niveau de votre nez une odeur pas bonne et que vous exprimez vous-même du dégoût, on va voir à nouveau ces représentations partagées, c'est-à-dire des régions qui sont activées pendant la perception et pendant la génération de la même émotion. Ici, le dégoût. C'est la même chose pour la douleur. Donc ça, ça c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand, d'une part, vous allez avoir, vous, une stimulation douloureuse sur la main, et quand vous percevez votre conjoint, ou en tout cas vous percevez une petite flèche qui vous dit maintenant c'est votre conjoint qui va avoir une douleur sur la main, et bien on voit que les mêmes régions sont activées pendant la perception de la douleur chez l'autre et pendant le ressenti de la douleur chez soi. Pas forcément. Je vais vous montrer, je vais vous dire justement. Donc ça, c'est les premières études sur la douleur. Maintenant, c'est exactement ça. Donc ça, on revient à cette histoire de simulation incarnée. C'est la même chose que pour les actions. En fait, ce que je vous ai montré pour les actions semble être la même chose pour certaines émotions. D'accord ? En tout cas, pour la douleur et puis le toucher et le dégoût, il semblerait qu'il y ait des représentations partagées entre moi et vous quand vous vous exprimez du dégoût ou bien de la douleur. À quoi ça sert ? C'est comme tout à l'heure, c'est pour partager des expériences. C'est donc une source potentielle de connaissance de vos états mentaux. Vous êtes en train de souffrir, donc c'est une forme de compréhension de l'autre et ça joue un rôle dans nos relations de tous les jours. Ça peut nous aider à interagir et à sortir d'un conflit, etc. Mais ça va dépendre de beaucoup de choses. La première chose, pour moi, c'est que ça dépend de l'émotion exprimée. Par exemple, faire du mimétisme de la colère, c'est pas forcément adapté. C'est-à-dire que si votre patron est en colère contre vous, je suis pas sûre que ça soit très adapté de hurler autant que lui. Peut-être qu'il faut exprimer de la peur, même si on n'en a pas, mais on peut faire semblant. Donc, ça marche pas toujours. En tout cas, pour les émotions, ça marche pas toujours. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que la joie est imitée facilement parce qu'elle n'a pas de coût. C'est facile d'être joyeux. Mais par exemple, la tristesse a un coût, et un coût notamment social. Donc on va avoir du mimétisme, ou en tout cas une réaction face à la tristesse de l'autre, si l'autre appartient à notre groupe social. Mais si on exprime trop facilement la tristesse envers l'autrui, ça nous coûterait trop, parce qu'il faut aller l'aider. Donc c'est trop coûteux. Ça dépend de qui on est. Est-ce qu'on est une femme ou un homme ? Donc, par exemple, ça c'est une étude qui montre, donc à nouveau, c'est des stimuli, ça fait mal, ça fait pas mal. Ce qu'on voit, c'est que de façon générale, quel que soit le type de stimuli ici, il y a plus d'activation chez les femmes, mais en plus, ça dépend totalement de leur... Enfin, ça induit, c'est complètement corrélé à leur niveau de stress social, c'est-à-dire ce qu'on appelle, comment je le dis en français ? La détresse personnelle, c'est-à-dire combien justement vous êtes submergé par l'émotion d'autrui. Donc plus vous avez tendance à être submergé par autrui, à être inconfortable quand autrui exprime de l'émotion, et plus vous allez avoir une réactivité au sein de ces régions d'empathie pour la douleur. Ça dépend encore de qui on est, justement, un homme ou une femme. Par exemple, si je vous fais jouer à un jeu de coopération ou compétition, dans un premier temps, et puis en face de vous, il y a quelqu'un qui va être sympa avec vous, puis une deuxième personne qui va être moins sympa, qui va être un compétiteur. Et ensuite, je vous mets dans le scan et justement, je vous dis, si c'est vert, c'est toi qui vas souffrir, si c'est jaune, c'est l'autre qui va souffrir. Ce qu'on voit, c'est que les femmes, finalement, que vous ayez été avant un coopérant ou un compétiteur, ça ne fait pas beaucoup de différence. Elles vont quand même avoir une réaction empathique. Mais alors les hommes, ce n'est pas du tout vrai.
Alors, si vous avez eu le malheur d'être compétiteur, vous pouvez souffrir, pas de problème. Donc, ils expriment au niveau cérébral, en tout cas, beaucoup plus d'empathie vers le coopérateur que le compétiteur. Ça dépend de son expérience, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était de son expérience motrice, là, ça devient de son expérience de vie. Donc ici, c'est la différence entre les gens qui ne sont pas médecins, comme moi. Moi, je ne sais pas faire de basket, mais je ne suis pas médecin non plus. Et des gens de la vie de tous les jours face à la douleur. Et ce qu'on peut montrer, c'est que le niveau d'empathie ou de jugement de l'intensité de la douleur chez les médecins est moins grand que chez un sujet normal. Et probablement, c'est nécessaire, ça les protège, pour pouvoir agir de façon contrôlée, rationnelle. Ça dépend de notre relation avec l'autre. L'amour, ça fait mal. Ça, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je lui fais une stimulation douloureuse, bon, d'accord, ça réagit un petit peu, mais pas beaucoup. Ça, c'est mon conjoint, puis ça, c'est moi. Bon, c'est plus pour moi, mais quand même, ça fait mal. Ça dépend de nos similarités, ou de nos dissimilarités, plutôt. Donc, par exemple, si je vous présente quelqu'un qui est un peu étrange, lui, ça lui fait pas mal quand on lui enfonce une aiguille dans la main. Mais par contre, il a très mal quand on le touche avec un coton-tige. L'inverse de vous, voilà, tout simplement. L'inverse de vous. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est très difficile de ne pas avoir une réaction empathique dans cette condition, mais on y arrive. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une activation de ces représentations partagées, puis après, il y a des régions cérébrales d'inhibition qui vont se mettre en jeu. Et qui vont dire, bah non, là, lui, il ne souffre pas, donc il faut que j'inhibe cette réaction. Et je pense que ça, c'est, en tout cas selon De Setty, qui est un des grands spécialistes de l'empathie, c'est une des composantes nécessaires à l'empathie, c'est que si on est tout le temps dans cette résonance émotionnelle avec l'autre, alors on n'est pas dans l'empathie, on est dans la contagion émotionnelle. Et si on est dans la contagion, on ne va pas forcément pouvoir aider. Donc, un des composants, c'est cette contagion. C'est pour ça que je vous en ai beaucoup parlé. Mais un autre composant, c'est d'être capable d'inhiber pour pouvoir ensuite agir. Donc, c'est d'être capable de dissocier soi de l'autre. Là, l'autre, il est différent. Donc, il faut que je le dissocie de moi. Il faut que j'inhibe. Ça dépend de nos opinions. Alors, cette expérience, elle est un peu dure. Mais je vais vous la raconter quand même. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente 3 groupes de personnes. Des gens qui sont sains, des gens qui ont eu le sida avec une transfusion sanguine, et puis des gens qui ont eu le sida parce qu'ils se droguaient. Et puis on recrute les gens et on leur demande quelle est leur opinion sur ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est que plus ils ont la propension à blâmer l'abus de drogue et donc à considérer que, ma foi, vous avez le sida mais vous êtes responsable, et moins il y a de réactions empathiques pour ces gens-là. Donc vos opinions sur la vie de tous les jours vont avoir une influence sur combien vous êtes empathique avec l'autre. Alors, comment on accède justement à ces représentations partagées émotionnelles? Donc à nouveau, là, il y a différentes propositions. La première proposition, c'est que, en fait, si je vous montre des expressions émotionnelles comme ici de douleur, soit sur le visage, soit ici quelqu'un qui est en train de se couper, eh bien, on va aller activer le système moteur dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est-à-dire qu'on va aller faire une simulation de l'action qu'on perçoit, et potentiellement, c'est cette simulation qui va aller engendrer la représentation partagée de douleur, ou en tout cas qui va prédire que les conséquences de cette action sont une émotion de douleur. Si par contre je vous montre des symboles, ce qui arrive aussi souvent, c'est-à-dire qu'on a 2 façons d'étudier l'empathie, soit je vous montre directement quelqu'un qui souffre, mais je peux aussi vous décrire, ça nous arrive dans les vies de tous les jours. Je vous dis, voilà, il est arrivé ça, et à ce moment-là, vous ne voyez pas l'expression corporelle. Alors, on va passer par le deuxième système dont je vous ai parlé tout à l'heure, le système d'inférence. Et c'est ce système d'inférence qui va ensuite aller engendrer des activations dans le système de contagion émotionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui se passe chez des gens qui n'ont jamais ressenti la douleur?
Ça arrive. C'est des gens qui ont une insensibilité congénitale à la douleur. Ils ont été étudiés par Nicolas Danzinger. Ils n'ont jamais ressenti de la douleur de leur vie. Et ça est un gros problème parce que c'est des gens qui sont potentiellement en risque pour leur vie en permanence. Donc par exemple, ils mettent la main sur une plaque chaude, ils ne vont pas enlever leur main. Il faut que visuellement ils voient ça pour l'enlever. D'accord ? Et l'ensemble de leur corps est comme ça et depuis la naissance. Donc c'est des gens qui n'ont jamais souffert physiquement. Donc ce que Nicolas a fait, c'est qu'il a scanné ces gens en leur montrant des symboles d'expression émotionnelle. Et ce qu'il montre, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est alors que chez le sujet normal, si c'est une expression visuelle de quelqu'un, il va passer par son système moteur pour aller activer les représentations partagées, alors que chez ces sujets, on va passer par le système abstrait. C'est effectivement abstrait puisqu'ils n'expriment pas eux-mêmes une émotion physique puisqu'ils ne l'ont pas. Donc on passe par ce système d'inférence pour aller activer exactement le même système. Donc ce qui montre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ces gens et moi. Donc ils arrivent à avoir les mêmes capacités, en tout cas cérébrales, empathiques, que vous et moi. Donc ce qui importe, c'est d'être capable, pour comprendre les autres, c'est d'être capable d'imaginer ce que l'autre peut ressentir. Ce n'est pas forcément ici d'être capable de l'avoir vécu. En tout cas, ces patients nous disent ça. Voilà. Alors, pour résumer un peu, l'empathie, je n'ai pas tout dit sur l'empathie parce qu'il y a encore plein d'autres processus. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que ça implique pas seulement la réponse affective, que ça nécessite de comprendre les états mentaux de l'autre, donc le contexte, le fait qu'il soit différent. Et donc c'est fondé sur notre capacité à reconnaître qu'autrui est semblable à soi, mais sans confusion entre soi et autrui. Donc ça demande de distinguer soi de l'autre tout en partageant son expérience. À quoi ça sert ? C'est une source de connaissance de l'état psychologique d'autrui et donc une forme de compréhension. C'est un peu comme cette contagion motrice dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est surtout une attitude qui conduit à des comportements prosociaux et altruistes, même si tous les auteurs ne sont pas d'accord avec ça. Donc on commence juste maintenant à essayer de mettre en lien justement cette capacité à être ému par l'autre et qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est justement pas ressentir les émotions d'autrui, c'est ressentir cette émotion et agir. Mais à mettre en expérience, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on commence juste à faire ça. Ça, c'est des études qui ont été publiées cette année. Donc la première est la suivante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné des gens qui sont des fans de football. Et on les met dans le scan avec les petites flèches de tout à l'heure, là. Donc si c'est vert, c'est vous qui allez souffrir. Si c'est rose, c'est l'autre. L'autre, il peut être soit de votre équipe de foot, soit de l'autre équipe. D'accord ? Donc c'est équipe adverse ou pas. Et vous avez le choix entre partager sa douleur. Donc si vous cliquez sur ce bouton-là, la moitié de la stimulation douloureuse qu'on devait vous envoyer, elle part chez l'autre. Donc il a moins mal. Vous avez plus mal, mais l'autre, il a moins mal. Vous avez le choix de regarder une vidéo de foot ou bien de regarder l'autre souffrir. Eh bien, regardez. Alors, si c'est la même équipe, vous voulez bien aider. Plus que si ce n'est pas la même équipe. Hein. Mais alors, si c'est l'équipe adverse, vous voulez bien regarder quand il a mal, quand même. Ah ben, ils n'ont pas fait les hommes, là. C'est que des hommes, peut-être. Et c'est possible. Si c'est du foot, c'est possible. Et ça dépend de vos capacités empathiques, évidemment. En tout cas, de votre perception de vos capacités empathiques. L'autre étude que j'ai trouvée, c'est la suivante, que j'aime bien, c'est par Maston. Donc ça, c'est un jeu qu'on utilise souvent, parce que c'est Heisenberg qui a pu montrer ça. Quelque chose de très intéressant, c'est que la douleur sociale fait aussi mal que la douleur physique. En tout cas, ça implique exactement les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Exactement.
Et donc, pour démontrer ça il y a plusieurs années, elle a fait exactement ce petit jeu-là. Donc, dans un cas, vous voyez deux personnes jouer, et puis vous, ça c'est votre main, et on ne vous envoie jamais le ballon. Dans l'autre, on joue avec vous. Et ce qu'elle a montré, c'est que dans un cas, que si je fais exclusion ou inclusion, et bien justement, j'ai toutes les zones qui sont activées dans la perception, dans la douleur, d'accord ? Le ressenti et la perception de la douleur chez l'autre. Mais ce qu'elle a montré, ce qui est intéressant, c'est que là, les gens disaient combien... Donc, ils voient ça, mais ça, c'est pas eux. Et après, on leur demande, est-ce que vous avez envie d'aller... Non, d'ailleurs, on ne leur demande pas. Ils regardent, est-ce qu'on va aller parler à la victime de l'exclusion. Donc, ils sont en groupe, il y en a qui sont exclus. Et ensuite, spontanément, ils regardent s'ils vont aller leur parler, essayer de les réintroduire dans le groupe. Et ce qui montre, c'est que plus il y a eu d'activation au sein de cette région d'empathie pour la douleur, et plus spontanément, les gens vont aller aider par la suite ceux qui ont souffert. Donc il y a quand même une corrélation entre tout ce que je vous ai montré, a priori, c'est les premières études, il faut les répliquer, entre le niveau d'activation dans cette matrice de douleur qui est partagée entre soi et autrui, et ensuite le niveau d'aide qu'on va apporter à celui qui souffre. Voilà, je peux faire une synthèse rapide de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui ? Comment comprenons-nous les actions d'autrui ? Donc ce que je vous ai montré, c'est qu'il y avait probablement deux systèmes. Un système de représentation motrice partagée entre soi et l'autre pour des actions qui sont simples, qui sont dans notre répertoire moteur et pour lequel les buts ne sont pas à inférer dans le contexte. Ce que je vous ai montré aussi, c'est que ce système était extrêmement contraint par votre expérience motrice individuelle. Mais que parfois il bug et qu'il faut aller mettre en jeu un autre système pour comprendre le pourquoi de l'action quand on est obligé d'aller chercher justement pourquoi dans le contexte autour de la personne. Donc ça, c'est un schéma un peu récapitulatif de ce que je viens de dire. Et puis, je vous ai montré aussi, j'espère que en fait, ces deux systèmes jouent un rôle potentiellement dans l'activation de ce qu'on appelle les représentations partagées, mais cette fois-ci émotionnelles. Et qu'à nouveau, ces représentations partagées émotionnelles ou cette contagion émotionnelle va dépendre de plein de choses, de qui vous êtes, quelles sont vos capacités socio-affectives, quel est le contexte dans lequel vous agissez, à quel groupe vous pensez appartenir, en fonction du contexte, parce que nos groupes, ils varient en permanence, de taille. Au foot, c'est l'équipe, mais après, ça va être autre chose, il y a la famille, etc. Voilà, donc l'ensemble va avoir un impact et potentiellement, ces représentations partagées, émotionnelles avec l'autre vont nous aider à les comprendre et donc à mieux interagir et puis peut-être à avoir des comportements prosociaux de type aidé, altruiste. Voilà, je vous remercie. Julie est d'accord de répondre à des questions. Il devrait y avoir des personnes avec des micros. Alors si vous voulez poser des questions, agitez visiblement votre main. Vous avez des questions ? Je voulais vous demander, madame, est-ce que la pratique de jeux vidéo agressifs peut faire que justement on diminue un niveau d'empathie ou de sensibilité aux émotions aux autres? Est-ce que ça peut nous rendre insensibles ou est-ce que ça peut rendre un enfant insensible? Je n'ai pas d'expertise dans ce domaine, mais c'est une discussion que j'ai régulièrement avec Richard Tremblay, qui est un des spécialistes de l'agression physique et du développement de l'agression physique chez l'enfant, et qui pense que non. Donc ça, c'est une réponse qui n'est pas la mienne, qui est la réponse d'un expert dans le développement de l'agression physique chez l'enfant, et sa réponse à lui, c'est il y a une augmentation normale de l'agression physique chez l'enfant jusqu'à 3 ou 4 ans, on atteint un pic et après ça redescend, et ce n'est pas des jeux vidéo qui vont augmenter quoi que ce soit. C'est sa réponse. Ma réponse à moi, elle serait à mon niveau, qui ne travaille pas du tout là-dessus, c'est que
encore faut-il démontrer que des jeux vidéo vont impliquer exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des expériences, justement. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des avatars, donc des dessins animés. Et je ne suis pas sûre qu'on ait les mêmes réactions émotionnelles face à un dessin animé. Donc, je ne sais pas. Il faut aller voir, justement, jusqu'à quel point on se sent similaire. D'accord ? Parce que ce qu'on a vu, c'est que la dissimilarité joue un grand rôle sur cette empathie et réaction émotionnelle. Donc, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Se regarder dans un miroir, est-ce de l'ordre émotionnel ou des sensations? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend des jours, non? Je ne sais pas. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que si... C'est où? Ici. Est-ce que quand on rêve et on voit quelqu'un qui éprouve de la douleur ou quelqu'un qui fait de la danse, si on a déjà fait de la danse, on a une réaction notre cerveau a la même réaction que quand on voit quelque chose de normal. Ah là là, si vous me posez tous des questions comme ça, je suis... J'en sais rien. Possiblement, mais je ne sais pas. C'est une grande question, ça, c'est bête, il n'y a pas la spécialiste des rêves ce soir. Moi, j'ai cette question-là. Est-ce que nos expériences réalisées pendant nos rêves sont des vraies expériences? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolée. Tu pourrais m'aider quand même sur cela. Je crois qu'il y a la notion, par exemple, si vous avez pratiqué un sport nouveau comme le patin roulette ou le ski, qu'on rêve plus souvent de sensations motrices. On s'entraîne pendant la nuit. A-t-on fait des études sur la contagion du bâillement? On dit qu'un bon bailleur en fait bailler 7. Oui. Et vous savez, il y a même un monsieur extraordinaire en France, il y a un médecin extraordinaire en France qui a créé le site du bâillement. Et donc, sa grande passion, c'est le bâillement. Il a écrit un livre dessus. J'ai jamais pu lire le livre parce qu'au bout de la 3e page, on passe son temps à bâiller, c'est affreux. Donc, juste l'écriture du mot. Et il y a plusieurs études qui ont effectivement montré que le bâillement repose sur le même système que celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une action comme une autre, finalement. Elle est très contagieuse. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demandais si on fait soi-même un mouvement pendant qu'on regarde le même mouvement. Vu que vous avez dit que potentiellement notre neurone de mouvement est activé quand on regarde le mouvement de quelqu'un d'autre, mais si soi-même on fait le mouvement, est-ce que ça bloque finalement Alors, ça dépend si vous faites le même mouvement ou pas. Donc, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que, en fait, si vous faites un mouvement qui est exactement le même, vous allez être plus rapide à l'exécuter, d'accord? Mais si, par exemple, quelqu'un en face de vous fait un mouvement différent, donc si moi je fais ça et puis vous faites ça, alors il va y avoir un conflit entre ces deux mouvements et ça va ralentir la performance que je suis en train de faire. Et du coup, disons le même neurone ou le même paquet de neurones, il fait les deux en même temps. Il comprend le mouvement de l'autre et il fait notre propre mouvement. Ben, ça dépend, oui, potentiellement. Ça, je ne sais pas comment ça se passe au niveau neuronal. C'est souvent des populations. D'accord, merci. Oui, je vais essayer de formuler ma question parce qu'elle est encore un peu pas très nette dans ma tête. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a des émotions que l'on découvre assez tard dans sa vie, des émotions plus profondes. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas avant. Et donc ces émotions plus profondes, il est possible, d'après ce que vous avez dit, que d'autres qui ne les ont pas découvertes, finalement s'en moquent complètement, ou ne les découvrent jamais, ou ça ne les intéresse pas. Et à ce moment-là, je veux dire, y a-t-il des chances de communiquer si on n'est pas sur la même longueur d'onde? Ou faut-il espérer que ça s'éveille chez l'autre? On s'assoit pour la
C'est là la difficulté des relations humaines, vous êtes d'accord? C'est que justement, les relations avec les gens sont compliquées parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences et on ne comprend pas. Un même geste va être compris de manière très différente. Je vais vous donner un exemple pour me moquer de moi-même. À Londres, pendant que je vivais à Londres, j'avais beaucoup d'amis israéliens qui ont quand même un certain nombre de gestes typique, prototypique. Et un jour, j'avais un ami qui était en face de moi, il fait ça, je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit rien, j'enlève les miettes. Mais j'étais tellement dans un truc de il faut que je comprenne les gestes qu'il fait que je me plante complètement. Mais si vous voulez, c'est un geste tout bête, mais pour moi c'est un peu la même chose avec des choses plus complexes telles que les émotions, c'est-à-dire qu'il y a des fois on rate tout, peut-être parce qu'on n'a pas l'expérience, ou peut-être parce qu'on n'a pas la capacité d'imaginer ça. Ou de ressentir, je sais pas. Bonsoir, je voulais savoir si les animaux pouvaient faire preuve d'empathie. Lisez Deval. Ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de qui vous êtes en tant que chercheur. C'est-à-dire que Deval va vous dire oui, les animaux ont de l'empathie, et puis il y a d'autres chercheurs, par exemple chez les grands singes, qui vont vous dire non, ça dépend de la définition de l'empathie que vous donnez. Je veux dire, on n'en est pas à avoir une définition unique, loin de là, je ne vous ai pas embêté avec les 14 définitions que j'ai pu trouver de l'empathie. Donc selon la définition que vous donnez à l'empathie, ça dépend. De la contagion émotionnelle, oui. Je veux dire, la contagion de la peur est un des phénomènes de survie extrêmement développés chez l'animal, par exemple. Donc si c'est de la contagion, oui, affirmatif. L'empathie, je ne sais pas. Oui, vous avez bien différencié justement de contagion émotionnelle et empathie. Je me posais la question, vous parliez qu'il faudrait qu'il y ait une inhibition finalement quand les gens sont sans arrêt en résonance. Je pense à des professionnels justement dans le social ou l'humanitaire ou qui sont toujours en contact avec la mort ou la douleur. Est-ce qu'il y a des recherches sur qu'est-ce qui peut les aider justement à ne pas être dans la contagion émotionnelle, mais seulement dans l'empathie? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des études à long terme. Je crois que Tania Singer, qui est maintenant à Leipzig, est en train de mettre en place justement, je ne me trompe pas, je crois, des études au long terme pour voir justement comment on peut apprendre à être empathique sans être contagié. Mais du coup, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, Oui, c'est sur la relation entre l'empathie et l'action prosociale. Je voulais savoir à quel niveau il y a un consensus dans vos recherches, dans votre domaine, sur l'empathie et l'action. Parce que, par exemple, en sociologie, les travaux sur les sauveteurs de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment les travaux de Holleiner et Monroe, montrent que les sauveteurs et les non-sauveteurs avaient le même degré d'empathie. Et ce n'est pas du tout ça qui a été probant pour passer à l'action. Donc je voulais savoir ce qu'il en était pour... C'est la même chose, c'est-à-dire je pense que j'ai pas du tout trouvé d'accord, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais à quoi ça sert. La première chose, c'est potentiellement à comprendre l'état mental de l'autre. Et la deuxième, c'est une attitude potentielle pour avoir des comportements prosociaux. Et entre parenthèses, j'ai dit, mais tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est loin d'être un consensus. Il y a vraiment un désaccord, à nouveau, dans tout ce que j'ai lu, mais c'est le désaccord aussi sur la définition de l'empathie. C'est-à-dire que certains disent que c'est une attitude prosociale et d'autres disent que c'est simplement un moyen de partager et de connaître ce que fait l'autre. Ça ne veut rien dire en termes de comment je vais aider les autres. Donc c'est comme en sociologie, je pense. Tout à l'heure, vous aviez dit que les femmes ont une plus grande propension à ressentir le mal d'autrui que l'homme, en prenant par exemple le sport ou comme ça. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un jeune garçon
qui a une vie effroyable dans sa jeunesse, et une jeune fille qui vit, disons, très bien sa jeunesse. Une fois adulte, est-ce que l'homme n'aura pas peut-être plus d'empathie ou de ressenti vis-à-vis d'autrui que la jeune fille qui aura eu une jeunesse dorée, par exemple? Si, potentiellement, mais vous savez, tout ça, c'est des statistiques. Par exemple, les scores en empathie dans la population normale, ils ont tendance à être plus hauts pour les femmes et plus bas pour les hommes. Mais il y a un énorme croisement. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que ici, j'ai des femmes qui sont bien plus basses que les hommes, et puis ici, j'ai des hommes qui sont bien plus hauts que la moyenne des femmes. Donc, c'est des statistiques. Donc, quand je dis... dans cette étude, en moyenne, il va y avoir plus de résonance motrice, par exemple, chez les femmes que chez les hommes. C'est sur un groupe de 20 personnes. Et évidemment, il y a un recouvrement entre ces deux populations. Donc, votre exemple peut très bien être vrai. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour votre conférence. J'aurais une question... parce qu'un certain point m'a interpellé, c'est-à-dire, notamment concernant le libre arbitre qu'on aurait vis-à-vis de l'interprétation des émotions des autres. Alors ma question serait la suivante: est-ce qu'on a trouvé des déficits ou des troubles chez les patients qui souffrent de maladies psychiatriques, sociales, je ne sais pas, par exemple des tueurs en série ou des patients de ce type-là, qui auraient des déficits justement dans les circuits impliqués dans l'intégration de l'empathie ou... Oui, oui. C'est toujours délicat de parler de ça, mais oui. Par exemple, il y a pas mal d'études qui ont été réalisées par James Blair sur psychopathes qui montrent qu'il y a des différences importantes entre un groupe de psychopathes. Alors attention, c'est toujours groupe. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est comment aller du groupe à l'individuel. Mais si je prends un groupe de psychopathes et que je le compare à un groupe de sujets contrôle, oui, il va y avoir des différences cérébrales. Au niveau des scores d'empathie, Sylvie Berthouz, avec qui je travaille régulièrement, un jour est allée distribuer des questionnaires d'empathie en prison. Et on a eu, c'est des gens qui sont incarcérés pour violence, donc seuls les gens qui avaient fait des abus sexuels très graves avaient des scores d'empathie de 0. J'avais jamais vu ça, hein. Tous. Donc sur 20, ils avaient tous 0. Donc oui, il y a des différences et qui sont visibles et facilement visibles. J'aimerais savoir comment est-ce que l'empathie se mesure de manière comportementale, parce que là vous avez surtout parlé au niveau cérébral. Maintenant vous venez de dire qu'il y a les questionnaires, mais est-ce qu'il existe des tests psychologiques comportementaux pour mesurer l'empathie? Ben, c'est ça la difficulté. Je suis contente que vous posiez cette question. C'est pour ça que tout le long de ma conférence, je vous ai parlé de comment on se pense être empathique. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon labo, j'essaye de voir si vraiment il y a une causalité, enfin, il faudrait avoir une mesure comportementale. Je suis d'accord avec vous. Alors, toujours Sylvie, je trouvais que c'était assez amusant. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à la fin de sa manip, elle laissait les gens dans une salle avec une petite boîte où on pouvait faire un don d'argent. C'est tout bête, hein, mais n'empêche qu'effectivement, du coup, il y avait une corrélation entre les dons et les scores d'empathie. Donc, il faut peut-être qu'on mette systématiquement en place ce genre de choses. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est par exemple trouver des extrêmes dans la population normale. Donc, ici, des gens qui sont extrêmement réactifs au niveau facial et d'autres qui le sont moins, et de voir si effectivement ça conduit à des différences cérébrales et comportementales et ça corrèle avec les questionnaires. Parce que moi, les questionnaires, ça ne me convainc pas beaucoup. Enfin, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de soi, mais il y a des dissonances importantes. Peut-être on va prendre deux dernières questions. Il y en a une ici et une de l'autre côté.
commence. Qui est le premier? À vous. Bonsoir, merci. Je voulais savoir quel est le coefficient qu'on retrouve d'empathie chez de vrais jumeaux. Oh, vous me posez une colle. Je sais pas. C'est une bonne question. Je regarderai. Merci. Bonsoir. J'aimerais savoir si l'empathie, si on peut être empathique face à une personne qui ment ou qui joue un rôle en fait, qui montre qu'elle souffre, mais qui n'est pas sincère. Je sais pas. Ça n'a pas été... on n'est pas très bon à... J'ai un peu étudié le mensonge, donc on n'est pas très bon. En fait, on est très mauvais à détecter le mensonge. Très mauvais. Et surtout si on a accès uniquement à la composante non verbale, gestuelle des gens, en fait, on est à la chance. Totalement, en permanence. On a 50% de chance de se tromper, quoi. Et du coup, ça c'est une de mes questions, c'est que ce qu'on sait, c'est que quand on ment, on va avoir des expressions faciales non naturelles. Donc on va utiliser pas les mêmes muscles a priori. Je ne sais pas si ça induit une réaction chez l'autre différente. Je me dis que non, parce que si on est à la chance, c'est qu'on se fait berner, quoi. Ça ne marche pas. Et c'est aussi pour ça que ce mimétisme facial, je ne suis pas sûre qu'il soit indispensable. Parce que, en tout cas, il n'est pas suffisant pour aller détecter correctement le mensonge chez autrui juste à partir d'une expression faciale et du coup, pour ne pas se faire manipuler. Voilà, sur ces dernières paroles. Encore une fois, j'aimerais remercier Julie pour sa conférence et vous pour votre présence.